Bonjour les élèves de deuxième année bac, pour les trois sections SVT, PC et Sciences Maths. Donc cette leçon est très importante, comme les autres qu'on vient de rappeler, les autres vidéos. Donc c'est un dosage d'oxydoréduction. C'est un titrage oxydoréduction. Donc c'est très important, donc il faut le réviser avant de commencer la deuxième année bac, parce que c'est très important. Vous allez trouver souvent dans les leçons qui vont commencer. Donc tout d'abord, commençons par quelques définitions. Donc c'est quoi un dosage ou un titrage? Donc le dosage, c'est une réaction qui se fait entre deux solutions, une qui est solution titrante dont la concentration est connue et une solution dont la concentration est inconnue, c'est la solution atitrée. Donc dosier titré, donc on a deux espèces chimiques, une solution titrante et une solution atitrée. La solution titrante, on connaît sa concentration, la solution titrante dont la concentration est connue. La solution atitrée, c'est une solution dont la concentration est inconnue. Donc, un dosage, c'est la réaction entre les deux, tout simplement. Donc, quelques caractéristiques de la réaction du dosage. Donc, qu'une réaction de dosage, pour qu'une réaction soit une réaction de titrage ou de dosage, il faut avoir trois propriétés. Donc, pour satisfaire les trois propriétés, on va les expliquer une après l'autre. Donc, la première, c'est la solution de la réaction de dosage doit être univoque. Ça veut dire quoi univoque? Les deux réactifs, titré et titrant, réagissent selon une seule et unique réaction. C'est-à-dire, les deux réactions doivent normalement, lorsqu'on ajoute une réaction sur une solution sur une autre, il peut se produire plusieurs réactions différentes et dans des sens différents. Donc, la réaction de dosage se fait dans un seul sens et entre deux espèces chimiques seulement. Il n'y a pas d'autres réactions. Donc, la deuxième propriété, c'est quoi? La réaction d'oxydoréduction est totale. Ça veut dire quoi totale? Les deux réactifs doivent disparaître complètement lorsqu'on ajoute la solution titrante sur la solution atitrée. Les deux réactions qui se trouvent dans ces deux réactions doivent disparaître complètement. Donc, soit l'un des réactifs disparaît ou l'un ou l'autre. Parfois, et surtout dans le point d'équivalence, au point d'équivalence, les deux réactifs disparaissent. Donc, on va voir c'est quoi le point d'équivalence. Donc, la réaction doit être aussi rapide, c'est-à-dire l'état final du système chimique, l'état final du système chimique rapide. Donc, on y arrive à cet état rapidement. C'est-à-dire lorsqu'on ajoute une goutte de la solution titrante sur la solution titrée, donc cette goutte va réagir rapidement, c'est-à-dire spontanément, elle va disparaître rapidement. Et on passe au point d'équivalence. Donc, c'est quoi un point d'équivalence? Lorsque les deux réactifs seront limitants, c'est-à-dire il y a disparition des deux réactifs, on dit qu'on a un point d'équivalence. Donc ça, théoriquement, et pratiquement, comment on détermine l'équivalence? Donc l'équivalence, on le détermine si les deux solutions sont colorées. Donc la couleur de l'une des deux solutions va disparaître. Lorsque la disparition de la couleur de l'une des deux solutions, donc c'est le point d'équivalence. Donc, si les deux solutions sont incolores, donc comment on détermine le point d'équivalence? On le détermine tout simplement par
le changement de la couleur de l'indicateur color qu'on a ajouté. Parce que lorsqu'on a deux solutions qui sont incolores, on doit ajouter un indicateur coloré. Donc, au traçage théorique, lorsqu'on a tracé la courbe du pH, par exemple, en fonction du volume ajouté, il y a un brusque changement de la courbe. Et au point de vue expérimental, on voit que les valeurs de pH, par exemple, la conductance ou la conductivité, varient brusquement et d'une façon brusque et spontanée. Donc c'est comme ça qu'on détermine le point d'équivalence. Donc au point d'équivalence, les deux réactifs sont limitants et on appelle le mélange obtenu un mélange stéchiométrique. Donc, voyons voir le dispositif expérimental. Vous serez obligé de savoir le dessiner parce qu'on vous demande les contrôles de l'examen final de dessiner ce montage. Donc, dans ce montage, il est constitué d'une burette et d'un bécher. Donc, la burette contient la solution, par exemple, la solution de permanganate de potassium. C'est une solution, par exemple, oxydante. Et dans le bécher, il y a la solution euh, réductrice. Donc, on ajoute la solution, par exemple, celle-là, dont la solution est connue, c'est la solution de permanganate de potassium, donc la solution titrante. Et dans le bécher, il y a la solution de sulfate de fer 2, c'est une solution de concentration inconnue, c'est la solution réductrice. Donc, de concentration inconnue. Donc, le but de cette manipulation est de déterminer cette concentration. Donc, il y a toujours un support pour supporter la burette. Il y a un agitateur magnétique pour mélanger les deux solutions, titrante et attitrée, pour avoir une solution homogène. Donc, toujours, il faut passer par un tableau d'avancement. Lorsqu'on écrit l'équation d'oxydoréduction, c'est-à-dire l'équation globale, pour écrire ça, il faut revenir au rappel, au cours de révision d'oxydoréduction pour savoir comment on a déterminé cette équation globale. On a fait sur une vidéo précédente la méthode qu'on utilise pour trouver les deux solutions, l'équation globale en passant par les demi-équations de la réaction, ensuite faire la somme. Donc une fois qu'on a obtenu cette équation, on la transmet directement dans le tableau d'avancement. Et donc l'état initial, comme vous avez l'habitude, l'état initial, donc toujours x est égal à 0. La quantité de matière des ions permanganate, c'est C2V2. La quantité de matière des ions Fe2+, c'est C1V1. Il n'y a pas de coefficient à l'état initial. Toujours les ions H+, parce que le milieu est acide. Dans une solution acide, c'est en excès. De même pour l'eau, les produits, c'est en excès. Donc les produits, ce sont Mn2+, et Fe3+. À l'état initial, il n'y a pas encore de production de ces deux produits. À l'état au cours de la transformation, voilà, à l'état intermédiaire, on a X et l'avancement. Donc, pour la quantité de matière au cours de la transformation, c'est de V2 moins X. Moins X, il n'y a pas de coefficient ici. Alors que pour les ions Fe2+, on écrit un V1 moins 5X parce qu'il y a un coefficient, il faut multiplier X par 5. On a toujours ça en excès. Donc, il y a un coefficient 1, donc c'est X. Un coefficient de 5, donc c'est 5X. H2, c'est en excès. À l'état final, on dit à l'état final, ou à l'état d'équilibre, ou à l'état d'équivalence, X devient XE, et on remplace l'équation X par XE, tout simplement X par XE, X par XE, et ainsi de suite. Donc, pour déterminer la concentration inconnue, on va voir l'étape suivante. Donc,
l'état d'équivalence est atteint lorsque les réactifs SP-30 et SP-30 ont ont été mélangés dans des proportions stéchiométriques, c'est-à-dire le mélange est stéchiométrique. Donc, on écrit que la quantité de matière de MnO4- moins X est égale à 0, quantité de matière de Fe2 plus moins 5X est égale à 0, et on en déduit XE, et par voie de conséquence, on écrit la quantité de matière de NE de NF2 plus est égale à 5 fois la quantité. On déduit cette équation à partir de celle-là. Et ensuite, on trouve l'équation de l'équilibre, ou l'équation de l'équivalence. C1 est égal à 5 C2 V2 5 C2 V2 OE. Donc, à partir de cette relation, on en déduit la concentration C1 qui est inconnue. On a toutes les données pour calculer C1. Donc, on obtient le but, on arrive au but du dosage, c'est-à-dire trouver la concentration de la solution qui était inconnue. Tout simplement, on vous demande seulement quelques remarques sur le repérage de l'équivalence. Donc, on vous demande parfois de déterminer le kilo réactif limitant avant l'équivalence, au cours de l'équivalence, après l'équivalence. Tout simplement, avant l'équivalence, euh, le réactif limitant, c'est celui qui se trouve dans la burette, c'est-à-dire les ions MnO4- qui sont limitants. Parce que lorsqu'on ajoute une seule goutte des ions MnO4-, donc ils disparaissent rapidement, donc, parce que la réaction est rapide, donc c'est le réactif limitant. Au cours de l'équivalence, on a dit le mélange est stéchiométrique, c'est-à-dire les deux réactifs sont limitants, c'est-à-dire à la fois Fe2+ et MnO4-. Mais après l'équivalence, c'est la solution qui se trouve dans le bécher qui devient limitante, c'est-à-dire les ions Fe2+ qui devient limitant, parce que il n'y a plus des ions Fe2+, donc euh, les ions deviennent en excès, s'accumulent dans le bécher, et il n'y a plus de ions Fe2+. Donc les ions Fe2+ qui sont limitants. Donc vous avez un exercice à faire, on peut corriger dans une autre séance, Inch'Allah, et salam alaikum.